Retrait du dialogue politique, marche de protestation, le MPP fustige l'attitude de l'opposition politique. Selon le parti au pouvoir, le contexte recommande plutôt l'union sacrée des fils et des filles du pays face à la crise sécuritaire. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur depuis la fermeture des frontières terrestres suite à la crise sanitaire. Il s'agit de la traversée illégale des passagers à la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Un business visiblement lucratif mais très risqué. Depuis le début de l'année, les sapeurs-pompiers ont déjà recensé une quinzaine d'accidents, souvent mortels. C'est le grand format de cette édition. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Un invité dans ce journal, nous recevrons Salia Topan qui viendra nous parler de la première édition du Salon africain de la maintenance. Ça sera dans une poignée de minutes. Mais en attendant, débutons avec ce coup de gueule du parti au pouvoir contre l'attitude de l'opposition politique. D'abord en se retirant du dialogue politique, puis en organisant des marches de protestation. Le MPP pense que l'attitude du CEFOP est antipatriotique dans la mesure où ces manifestations se tiennent à un moment où le pays a besoin de l'union sacrée des fils et des filles. C'est ce qu'ont déclaré Simon Compaoré et ses camarades ce matin au cours d'un point de presse où ils ont également appelé la population à la solidarité envers les FDS, les volontaires pour la défense de la patrie et les populations déplacées internes. Le point avec Luc Pagbeguet. Sécurité, réconciliation nationale et dialogue politique ont été l'ossature de cette conférence de presse du MPP. Le parti au pouvoir voit au dernier remaniement gouvernemental une volonté du président du Faso de prendre en main la question sécuritaire et ne comprend pas de ce fait l'attitude de l'opposition. La vive et légitime émotion suscitée par les récentes attaques, particulièrement meurtrières, a ramené la question sécuritaire au cœur des préoccupations politiques, voire politiciennes dans notre pays. Ainsi, malgré l'appel insistant à la sagesse et à la retenue de circonstances lancées par le chef de l'État, vous avez été témoin des manifestations plus ou moins suivies ça et là à travers le pays, à l'initiative de l'opposition politique et de quelques groupes de la société civile. Si la liberté de manifester est un droit chèrement acquis, dans la lutte et par le sang versé du peuple burkinabé, alors il est compréhensible que des citoyens qui veulent s'en saisir comme mode d'expression le fassent en toute tranquillité. Le MPP s'indigne cependant et dénonce les raisons malhonnêtes avancées par le chef de file de l'opposition pour diviser notre peuple au moment où il a le plus besoin de cohésion et d'unité nationale autour du président du Faso et des FDS. L'insécurité avec son lot de déplacés internes a amené le gouvernement à accompagner ces derniers avec 6 000 hectares de terres cultivables, d'intrants et d'animaux afin de reconstituer leur cheptel, sans oublier l'action humanitaire toujours effective grâce au même gouvernement. L'ensemble de ces efforts serait donc connu de tous, y compris de l'opposition, dont la suspension de participer au dialogue politique étonne au camp d'en face. Entre nous, on peut ne pas s'entendre, mais on peut se respecter. Et se respecter, ça veut dire que quand on doit effectivement quitter la table, il y a des manières de quitter la table. Telle n'a pas été l'attitude de l'opposition. Donc, nous sommes toujours sur la table. Il appartient à ceux-là qui ont quitté de réaliser que c'était une erreur de quitter la table et de revenir. Et s'ils reviennent, ils nous trouveront toujours assis à la table. Concernant la réconciliation nationale, le MPP apporte son soutien à la feuille de route du gouvernement conduite par Zéphirin Diabré. La lutte contre les forces du mal qui entravent le développement du Burkina Faso et endeuillent les populations doit être une œuvre collective de tous les instants. Bannir les divisions et travailler à bâtir une union sacrée autour des impératifs du défi sécuritaire devrait être la préoccupation de tout Burkinabé à l'heure actuelle, conclut le mouvement du peuple pour le progrès.
Direction le centre-sud à présent à Manga où les travaux de construction du centre hospitalier régional connaissent un retard. Lancé en 2019, le taux de réalisation est actuellement à 30%. La faute à des difficultés de mobilisation des fonds et à la pandémie de la Covid-19, selon les responsables du projet qui promettent au ministre de la Santé qui était en visite sur les lieux que le bâtiment sera livré au plus tard dans 9 mois. Arsène Konitamdi. Prévu pour être un centre hospitalier régional, c'est finalement un centre hospitalier régional universitaire qui est en construction à Manga. Une transformation décidée dans le cadre des engagements du président du Faso. C'est une infrastructure qui va coûter un peu plus de 31 milliards 250 millions de francs CFA. Depuis le lancement en 2019, les travaux connaissent un retard du fait de la Covid-19 et de la difficulté à mobiliser une partie des fonds. Nous allons de ce pas aller échanger avec les différents détenteurs d'enjeux, toutes les parties prenantes, les entreprises, les architectes et aussi le gouverneur pour faire le point de l'état d'avancement et redéfinir une nouvelle feuille de route afin que nous puissions faire un suivi assez rapproché pour que le retard qui a été accusé en raison de la pandémie Covid qui n'a pas permis à tout le monde de travailler, de pouvoir donc rattraper le retard et parvenir donc à un CHR qui sera inauguré dans un délai assez proche. Le taux de réalisation au 30 juin est de moins de 30%. Le ministre de la Santé obtient un engagement des acteurs impliqués. Ce taux n'est pas normal. On aurait dû finir dans l'engagement de base à la fin de ce mois pour le lot 1 et en fin août pour le lot 2. En tout cas, Inch'Allah, en fin avril, comme nous avons dit, mais le ministre a souhaité fin février. Je peux rassurer aussi que même fin février, ça peut être faisable si les entreprises s'organisent à travailler de jour comme de nuit, comme le ministre a dit. Et les pluies, nous sommes dans une situation où les pluies ne vont plus trop gêner parce que les bâtiments sont sortis de terre. Ça ne gêne pas, on peut travailler à l'intérieur. Le ministre s'est entretenu avec les professionnels de la santé du district sanitaire de Manga. Ont été abordés de nombreux points comme la carrière des agents, la réfection des bâtiments devenus vétustes et la mise à disposition d'engins roulants pour une meilleure coordination des activités sur le terrain. Le professeur Charlemagne Ouedraogo rassure les agents de santé. Nous avons donné des informations sur comment est-ce que le ministère de la Santé s'organise pour régulariser de façon définitive la situation administrative de chaque agent de santé. Pour ce qui concerne les infrastructures en souffrance, eh bien, nous avons expliqué que beaucoup d'éléments ont été pris en compte dans l'avant-projet du budget 2022 et en accord avec le ministère des Finances, nous avons pris l'engagement de finaliser tous les chantiers qui ont été suspendus. C'est enfin par la cérémonie de clôture d'une formation au profit de médecins que le professeur Charlemagne Ouedraogo met fin à sa tournée à Manga. Cette formation a duré 45 jours et a permis à 25 médecins d'avoir des compétences en matière d'organisation des districts sanitaires. Venons à présent au grand format de cette édition. Depuis la fermeture des frontières terrestres à cause de la crise sanitaire, la plupart des jeunes de Niangologo, ville frontalière avec la Côte d'Ivoire, se sont transformés en passeurs. La stratégie est d'aider les voyageurs à traverser la frontière de manière illégale, moyennant une commission. Un business très lucratif, apprend-on, mais dans le même temps, très risqué. Depuis le début de l'année, les sapeurs-pompiers ont déjà recensé une quinzaine d'accidents, souvent mortels. D'autres gardent encore les séquelles de ce drame. Les autorités communales appellent à la réouverture des frontières. Wilfried Mabio. Lehman Sirima, la trentaine révolue et père de 2 enfants, vit désormais avec une béquille et des séquelles accidentelles qu'il gardera à vie. Le regard plongé dans le vide, il décrit ici le jour où sa vie a basculé. J'ai pris ces passagers-là, c'était 2 personnes. Ici, allait les déployer à Ouangolo. À mon retour, maintenant, on m'a appelé qu'il y a un passager qui est à la gare, que bon, comme il fait nuit, il ne va pas partir. Que le billet est dit qu'à 5 h du matin, lui, il pourra partir. Moi, je suis arrivé ici maintenant, à 5 h du matin, et puis ici, aller la chercher. En venant, voilà la poche de Yendele même qui est là. Moi-même, je ne sais pas, tout d'un coup, il y a eu quoi même, il y a eu quoi. Il n'y a pas moto devant moi, ni rien.
Tout d'un coup seulement, moi je me trouve en bouche. Les poteaux qu'on met pour signaler les ponts là, ces poteaux-là qui a cassé moi ma main là, avec mon pied là. Puis maintenant, il s'est allé tomber. Oui, il s'est allé tomber là, il a tapé une là dessus. Il y a eu comme 5 portes qui sont passées là. Depuis le 7 février jusqu'à aujourd'hui, moi je me suis réveillé. Le Corona Business est aujourd'hui le cauchemar des populations de Niangologo. Ils sont nombreux, les jeunes de la cité du Santa, à abandonner leur métier pour se lancer dans le Corona Business, visiblement plus lucratif, mais aux conséquences désastreuses. Frontières closes, trafic illicite, consommation d'alcool et de stupéfiants, vitesse au volant. Les accidents mortels se multiplient face à des autorités sécuritaires visiblement impuissantes. Certains transporteurs impliqués dans le Corona Business ont pris conscience du danger et ont décidé d'interpeller l'autorité. Bien avant cette situation, il y a les alcooliques. Un alcoolique, avant, il ne gagnait pas au moins 5 000 francs par semaine. Et maintenant qu'il gagne 5 000 francs par semaine, il ne devient plus alcoolique. C'est ce qui exige un engin. Pourquoi prendre la boisson? Et même ce qui est plus que la boisson, il y a le tramadol, des comprimés que quand la personne prend, il voit que le goudron même est petit. Voilà. Et quand il ajoute la boisson, ça devient comment? Le goudron devient grand, petit. Ça envoie quoi? Vous pouvez partir sur la route et vous allez voir, il y a beaucoup de tombeaux accidentés. Ou bien. Donc c'est là, moi, que vous mettez les frontières et chercher à avoir le chômage. Un appel qui a aussi le souhait des populations de Niangologo et avec elle, le premier magistrat de la commune. Avec le trafic de statistiques là, c'est fait que bon, les gens ne dorment pas. Il y a la fatigue aussi. Donc chaque fois, il part, il revient, il ne dort pas. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'accidents. C'est ce que moi j'ai constaté en tout cas. La solution, vous voyez que quand il n'y avait pas la fermeture des frontières, il y avait moins d'accidents. Le seul problème aujourd'hui, on peut dire que les frontières, pour que les gens puissent circuler calmement. La population de Niangologo souffre depuis la fermeture des voies terrestres. Nous sommes dans la détresse. Tous les jours, nos enfants font des accidents. Si ce n'est pas l'enfant du voisin, c'est votre parent. Moi, j'ai perdu mon neveu dans cette affaire. Nous demandons au gouvernement d'ouvrir les frontières. Tant que cela n'est pas fait, cette situation va continuer. La fermeture de la frontière est de non. La frontière est ouverte. Elle est poreuse. C'est la porte ouverte à tout. Les populations sont en insécurité. Les populations vivent toutes les tracasseries. Je ne peux pas entrer dans le jeu. On trouve des femmes qui pleurent. Nous avons les forces de mal qui pénètrent agrément, qui sortent avec l'aise. Tout se passe ici. Est-ce que nous sommes en sécurité? Les accidents, les risques se sont multipliés de manière exponentielle. Vous avez parlé de Covid, des affaires. C'est le terme qu'il faut donner. La spoliation, les tracasseries, les accidents se multiplient. Vivement. Et dans tout cela, la commune n'a pas un copec. Nous perdons, n'est-ce pas, au bas mot, 100 millions. Les populations en souffrent. Ayez le courage d'ouvrir. Ça va limiter les dégâts. La situation est fortement dramatique. Pas de chiffres officiels exhaustifs pour l'instant. Chez les sapins-pompiers, on parle d'une quinzaine de morts accidentelles enregistrées depuis le début de l'année. Nous avons effectué 10 interventions pour accidents de circulation avec une quinzaine de victimes. J'invite donc les usagers de la route et plus précisément les conducteurs des véhicules de transport en commun
à éviter de conduire sous l'effet de l'alcool. Des chiffres macabres beaucoup plus importants selon la population qui en appelle à la réouverture des frontières terrestres entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Eh bien, si ces jeunes prennent tous ces risques, c'est peut-être par manque d'alternatives. Et justement, l'alternative pourrait être l'entrepreneuriat. C'est ce à quoi la Jeune Chambre internationale Ouaga Golden veut initier les jeunes. Une soixantaine d'entre eux vont bénéficier d'une formation sur la création d'entreprises et d'activités génératrices de revenus, le tout en utilisant les technologies de la communication comme outil de promotion de leurs entreprises dans un contexte de Covid-19. C'est dans le cadre de la 9e édition de la journée de l'entrepreneuriat. Maxime Ilboudo et Archimède Boy. La question du chômage reste une problématique au Burkina Faso. Pour remédier à cette situation, la promotion de l'entrepreneuriat au niveau des jeunes s'avère nécessaire, d'où l'initiative des journées de l'entrepreneuriat. 9e du genre, ces journées entendent favoriser l'émergence d'entreprises numériques. Nous aurons également des structures comme l'AFE-PME qui viendra présenter les opportunités et les mécanismes de financement qu'offre l'AFE-PME. Nous aurons également des incubateurs comme la Fabrique. Nous aurons également des formations pointues comme comment gérer sa personnalité, comment gérer l'image de son entreprise, comment vendre l'image de son entreprise. Initiée par la Jeune Chambre internationale Ouaga Golden, cette édition met un accent particulier sur les opportunités qu'offre le numérique en cette période de crise sanitaire et les stratégies d'adaptation et de savoir-faire dans le milieu entrepreneurial. Thème choisi, TIC et résilience des entreprises dans un contexte de Covid-19. Pourquoi ce thème ? Parce que nous avons tous vu qu'au cours de cette crise sanitaire, sinon nous vivons toujours la crise sanitaire, donc c'est de montrer vraiment les opportunités qu'il y a en ce temps de Covid. Les participants sont entre autres des entrepreneurs, des porteurs de projets et des étudiants. Au terme des 2 jours de formation, la soixantaine de participants devra être en mesure de maîtriser la communication sur la gestion et le management du risque et des opportunités de l'entrepreneuriat digital. Malgré ces temps de crise où une bonne partie de la jeunesse et de la population se pose des questions, vous apportez des solutions. Vous nous démontrez ainsi que la jeunesse peut être porteuse de solutions et d'espoir. La Jeune Chambre internationale Ouaga Golden a pour mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettent d'innover de façon positive. Elle agit dans les domaines de la santé, de l'environnement, de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Voilà, place maintenant à notre entretien. Je vous le disais en début de journal, nous recevons sur ce plateau M. Salia Topan. Il est promoteur du SAMA, le Salon africain de la maintenance. Bonjour monsieur. Bonjour Roméo. Et bienvenue. Merci de me recevoir. Alors SAMA, première édition, dites-nous pourquoi la création du SAMA? Pourquoi le SAMA? Alors le SAMA qui signifie donc le Salon africain de la maintenance. Je pense qu'il est de bon temps pour moi d'abord d'expliquer ce qu'est la maintenance. Alors la maintenance est définie comme étant un ensemble d'actions, de moyens que l'on met en place afin d'assurer la disponibilité d'un bien. En gros, pour dire que nous voulons faire la promotion du service après-vente. Alors donc, compte tenu du fait que les équipements, tout ceci nous côtoie au quotidien, donc il était important pour nous, n'est-ce pas, d'y marquer un intérêt. Voilà, donc on s'est dit qu'il faut faire la promotion de ces métiers-là, parce que chaque jour que Dieu fait, nous côtoyons ces différents praticiens de métiers de maintenance-là. Voilà. Alors, lors de votre conférence de presse, vous avez dit qu'il existe des entreprises chargées de la commercialisation, mais rares sont ces entreprises qui assurent la maintenance des produits. Alors,
peut-être qu'on a plutôt dit qu'il y a beaucoup de salons qui se déroulent à Ouagadougou. Je veux parler du salon de l'automobile qui existait entre-temps, mais c'est plutôt le volet commercial de l'article qu'on fait, mais pas le service après-vente. Voilà. Alors qu'il y a beaucoup de produits qui intéressent les gens, surtout quand ils sont rassurés qu'il y a un service après-vente qui se fait derrière. Mais on a constaté que les gens font plutôt la promotion des différents produits, mais pas le service après-vente. Voilà. Donc concrètement, durant le SAMA, qu'est-ce qui va se faire? Alors, il faut dire que le SAMA va se décliner en foire et exposition. Donc, il y a actuellement des stands qui sont toujours disponibles. Voilà, donc les gens sont en train d'aménager les stands. Donc, il y aura une foire et des expositions. Les gens pourront passer, voir ce que les gens ont à exposer comme expertise en termes de métier de maintenance. Il y aura aussi des panels, n'est-ce pas, avec des thématiques en rapport avec la maintenance et l'employabilité des jeunes, la culture de la maintenance et tout. Et on aura aussi des salles aménagées pour des B2B. Et à la fin, on aura un dîner gala pour récompenser certains acteurs de la maintenance. Vous dites que les élèves, étudiants et professionnels aussi sont concernés. Absolument. Il faut dire que parmi nos exposants, on a des écoles professionnelles, on a des lycées professionnels. Donc ça intéresse aussi les jeunes parce que ça va être une opportunité pour eux de savoir quels sont les débouchés, n'est-ce pas, qui se présentent à eux quand ils finiront leur formation ou quels sont les types de formations qui se présentent à eux. D'accord. Et quand est-ce que ça va se tenir? Ça va se tenir du 13 au 15 juillet au pavillon Soleil Levant du CIAO. Donc il faut dire demain, déjà à partir de 9h, la cérémonie d'ouverture. D'accord. Et qu'est-ce que vous réservez, une dernière question, qu'est-ce que vous réservez aux participants? Alors, il faut dire, nous réservons aux participants, n'est-ce pas, la surprise de venir voir des corps de métier qu'ils n'imaginent même pas, des corps de métier de maintenance qu'ils n'imaginent même pas, de venir voir qu'il y a certains biens qu'ils ont à la maison, ils ne savent pas où réparer, ils vont découvrir ces réparateurs-là sur place là-bas. Et donc, c'est une occasion pour aussi de venir voir des écoles professionnelles qui forment dans des corps de métier de maintenance qu'ils ne savaient peut-être pas, voilà. Donc c'est l'occasion pour nous d'inviter toute la population à sortir massivement pour venir visiter les différents stands et visiter aussi, participer aux différents panels. D'accord. Merci, M. Topan. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le promoteur du Salon SAMA africain de la maintenance, c'est ça. Et vous étiez là pour nous parler effectivement de l'activité qui va débuter demain. C'est ça. Et qui court jusqu'à? Au 15 juillet, le jeudi. 15 juillet. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Vous restez pour la suite du journal. D'accord, merci. Voilà, Monsieur Topan, je rappelle que nous recevions Monsieur Topan, Monsieur Salia Topan, promoteur du Salon africain de la maintenance. Le gouvernement travaille à la mise en œuvre de pôles de pharmaceutique, un projet qui s'inscrit dans le cadre des agropoles dont l'aboutissement devrait contribuer à baisser le coût élevé des médicaments au Burkina Faso. Le comité de pilotage des pôles de croissance était en conclave le 9 juillet dernier pour faire le point de l'état d'avancement de tous ces projets. Archimède Boy. Booster les opportunités d'investissement dans les pôles de croissance, c'est l'objectif de cette rencontre pilotée par le chef du gouvernement. Les membres du comité de pilotage des pôles de croissance, au cours de cette session ordinaire, passent en revue le processus de maturation des différents pôles de croissance en exécution ou en préparation. Si les pôles de croissance du Sahel, de l'Est, du Sourou, de Samandéni ainsi que les technopoles sont en préparation, celui de Bagré et la grappe huilerie de Bobo-Dioulasso sont en cours d'exécution. Une décennie après sa mise en œuvre, Bagré-Pôle avance lentement mais sûrement. Nous disons que les choses avancent parce que rien que sur le plan de travail 2020 à 2022, nous avons près de 20 agro-investisseurs qui se sont installés sur la plaine de Bagré. Et bien sûr qu'il ne peut pas manquer de difficultés au regard donc, du contexte que nous venons de traverser, mais en tout cas les choses bougent. Le nombre donc, de superficies emblavées a quitté donc, de 2000 et nous sommes pratiquement à 7000 hectares. Pratiquement 8000 même qui ont été emblavés, qui ont été donc mis à la disposition de ces agro-investisseurs-là. L'innovation attendue reste le développement du technopôle pharmaceutique, une politique visant à réduire le coût d'importation des médicaments estimé en 2020 à près de 215 milliards de francs CFA. Des moyens sont donnés pour que cela se fasse. Sur les questions du
fabrication de médicaments. Il y a un site, le Technopole à Cocologo, qui a été identifié. Les études sont en cours. Nous mobilisons régulièrement du secteur privé national comme international qui ont déjà des projets structurants. Et à travers le cours des investissements, vous avez 2 ou 3 unités dans la production de médicaments qui vont certainement être inaugurées d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Donc nous pensons que la dynamique est peut-être enclenchée. Plusieurs difficultés entravent encore la mise en œuvre des pôles de croissance, notamment la vétusté des infrastructures de transport et l'enclavement des zones de production des matières premières. Le ministère en charge des infrastructures lui fait le bilan de la mise en œuvre de ses activités entrant dans le cadre de ses projets et programmes. Le bilan est peu satisfaisant et selon les premiers responsables du ministère, cette performance mitigée peut se justifier par la crise sécuritaire. Sandrine Zougouri. Sur 25 projets et programmes évalués au titre du ministère en charge des infrastructures, 6 sont au vert, 9 à l'orange et 10 au rouge. Des statistiques peu satisfaisantes, surtout avec une note de 29,38 sur 50. Une baisse comparativement à l'exercice 2017-2018 où la note était à 32,63 sur 50. C'est vrai que nous sommes légèrement en baisse par rapport à l'exercice précédent puisque nous sommes à 29,35 sur 50. Par rapport à l'exercice, on était à 30,66 sur 50. Cela est dû, entre autres, vous l'avez parlé tantôt en termes des difficultés du contexte sécuritaire, parce qu'il y a certains endroits où les projets ont du mal à avancer. Nous avons le projet, par exemple, de Kantiari-Diapaga, dont le lot 2 est en souffrance au regard du contexte sécuritaire. Nous avons aussi le projet de Pricao BF, qui est au niveau du ministère en charge de l'économie numérique, qui a un souci au niveau du tronçon de Fada-Pama. Donc ces projets ayant dû au contexte sécuritaire ont vraiment une note pondérée qui est très faible et qui les fait classer à l'orange. Des difficultés certes, mais qui n'ont pas empêché les acteurs d'accomplir quelques missions en termes de développement. Les projets logés dans la zone rouge seront revus. Donc la couleur rouge, là, sous-entend qu'il y a un très fort risque d'atteindre des résultats dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Alors comme projets qui ont atteint certains objectifs, notamment au vert, vous avez l'échangeur du Nord, qui a été évalué, réceptionné. Vous avez la mise en œuvre de la route communautaire CU9, qui a été réalisée et évaluée. La route communautaire CU9, c'est la route de Tinkodgo à la frontière du Togo, la nationale 16. Vous avez aussi d'autres projets qui touchent d'autres départements, notamment le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, la construction de voiries, l'aménagement de logements sociaux. Cette synthèse du rapport d'évaluation des projets et programmes du secteur de planification sur l'exercice 2019-2021 s'inscrit dans le cadre de la recherche de l'efficacité dans la gestion des projets et programmes. Selon le comité, le portefeuille du secteur sur la période est dominé sur les projets en cours d'exécution, 68%, et de catégorie A, qui est 56%. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes. Bonsoir.